Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Krier, qui est une artiste designer qui nous vient des Pays-Bas et qui travaille aussi en France, qui va nous proposer et nous solliciter pour une performance. Donc, je vous remercie de l'applaudir pour démarrer. Merci. J'ai déjà entendu beaucoup de choses ce matin qui m'inspirent énormément et qui en fait me donnent vraiment envie de les mettre en pratique. Parce que c'est vraiment quelque chose qui moi m'intéresse, c'est d'être à cheval entre la réflexion et le faire. Et peut-être pour me présenter un petit peu, artiste designer, je suis vraiment un peu à cheval entre toutes ces disciplines. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'essayer de relier les gens, les choses et les lieux de façon qui fasse sens justement. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une partie d'un projet. Ça s'appelle Il chasse. Bienvenue au Bouw for London. Vous vous trouvez au nord de Utrecht, aux Pays-Bas, à moins 5 mètres sous le niveau de la mer. 470 hectares de terre tourbe vous entourent. Ce paysage rural va devenir nouvelle nature. C'est un terme utilisé par les politiques aux Pays-Bas, dans le cadre de la mise en place d'un de ces corridors écologiques dont on a déjà parlé ce matin, les corridors écologiques à échelle européenne. En 2010, la région de Utrecht nous a demandé, moi et une collègue artiste, Henriette Val, comment ouvrir, donner à lire ce nouveau territoire au public. En d'autres mots, ils nous demandaient en fait de redessiner les chemins, les bancs, les parkings, tout ce qui a trait à un nouveau territoire qui va permettre un tourisme écologique et un tourisme culturel. Ce qu'on a fait en un premier temps, c'est de rencontrer résidents, ingénieurs, artistes, fermiers, chasseurs, botanistes, pêcheurs et aussi forestiers pour comprendre comment eux, surtout, vivaient et utilisaient ce territoire. C'était vraiment important pour nous d'essayer de partir de ce qu'il y avait déjà. Et sans assumptions. De temps en temps, je vais vous mettre des mots en anglais parce que c'est la première fois que je parle de ce projet en français à propos de cet endroit. Donc c'est leurs anecdotes, souvenirs, espoirs et frustrations qui ont formé la base de notre recherche qui a été décrite comme performatrice et qui explore la relation entre l'humain et cette nouvelle nature. Nouvelle nature, il faut l'imaginer qu'on est aux Pays-Bas, qui est déjà, on peut se demander quelle sorte de nature c'est, puisqu'elle a été gagnée sur la mer. C'était un endroit donc rural avec 16 fermiers, entre autres. Il en reste 2 qui vont faire de l'agriculture écologique. Et le reste devient donc nouvelle nature. Mais qu'est-ce que cette nouvelle nature et qu'est-ce que nous, on veut, comment nous, on veut s'y relier? Ben, un fermier, parle des autres. Donc les autres, ça peut être nous les artistes, ça peut être vous, les chercheurs, le gouvernement, l'Europe. Et quand il parle des autres, il dit « honey ». Et c'est pour ça qu'on en a fait notre titre. Parce que pour nous, « honey », c'est eux, c'est vous, mais c'est aussi nous, finalement. Honey, ça pourrait être toute la Terre, hein, si on prend la bulle de ce matin, si on élarge la bulle de ce matin. En 2013, Honey, à partir de maintenant je parle de Honey, a réalisé un imaginaire collectif, une salle de classe en plein air, des équipements sur mesure et 11 aventures saisonnières. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de créer tous ces éléments? C'était en fait à cette réponse de créer des chemins. Nous, notre réponse, c'était que ce qui était intéressant peut-être à faire en termes d'ouverture, c'était de l'ouvrir de façon très exclusive, ce territoire, à travers des aventures guidées et à travers, en fait, d'essayer de proposer une autre lecture de ce territoire. Voici la classe en plein air. Elle a la taille normative de 50 mètres carrés d'une salle de classe aux Pays-Bas. Et elle se veut un peu pièce de conversation parce que sur les bancs, on a inscrit les points de vue souvent très contradictoires de tous les gens avec qui on a parlé. Donc ici, il y a par exemple le directeur de Artis du zoo d'Amsterdam qui dit nous désirons la nature, mais dès que nous sommes dedans, nous voulons soit ajouter quelque chose ou enlever quelque chose. Et à côté de lui, il y avait le fermier Ben,
un peu plus loin sur le banc qui dit vous voulez une nouvelle nature, mais en fait vous échangez une nature pour une autre nature, donc quelle est la différence? Donc voilà, cette salle de classe, c'était vraiment l'idée de proposer un endroit où les gens pouvaient s'asseoir, mais aussi méditer et réfléchir à leur position dans toute cette situation de transformation. On a aussi réalisé un objet qu'on appelle objet de méditation. C'est un arbre vieux, fossilisé, qu'on a coupé en deux pour pouvoir le dater en laboratoire. Et il s'est révélé vieux de 2500 ans. C'était un arbre fossilisé sur lequel un fermier avait buté dans un de ses champs. En fait, dans la terre tourbe, comme c'est très acide, ça peut conserver ce genre d'arbre pendant très très longtemps. Le fait qu'on l'a sorti de la terre, ça a intéressé le musée local d'histoire culturelle, qui en a fait un objet de leur collection. Seulement le fait de le sortir de la terre, ça a aussi ajouté de l'oxygène, donc la pièce de collection est en train de se décomposer actuellement. Donc la salle de classe, c'était un premier élément pour ce site. Le deuxième élément, c'était un équipement sur mesure pour les humains, pour vraiment équiper les humains à visiter cet endroit. Et ils sont installés sur la ferme, donc ils sont accessibles aux visiteurs de l'endroit. Dont celui-ci, qui est une couverture de survie anti-refroidissement. Donc j'ai très très chaud en ce moment. Il est inspiré des gut parkas. C'était des capes faites avec les estomacs de phoque par les Esquimaux. Il y a une petite photo de référence en haut. Et donc tous ces objets, ces équipements qu'on a créés, on a vraiment consciemment fait des produits. En fait, on les vend parce qu'on s'est dit que même vendre quelque chose et l'achat de quelque chose, ça peut être une relation sensible. Souvent, on a cette idée que le business, c'est moche. Mais moi, je crois qu'on peut mettre de la sensibilité dans tout. Donc ça, c'est une des expérimentations de ce projet, c'est que chaque chose qu'on a faite est aussi à vendre et est produite en série. Donc comme je disais avant, des aventures guidées. Voici François Lombard, il est français d'ailleurs, qui a guidé les participants de l'aventure, ça c'était une aventure en été, l'aventure de la marche aquatique. Donc en fait, ils ont visité les 470 hectares à pied en combinaison, parce que c'est quand même froid. Il faut s'imaginer que ces canaux, tout a été creusé par les hommes en Hollande. Donc c'est des canaux très droits et c'est vraiment magnifique ce qui se passe quand simplement on descend avec les yeux au niveau de l'eau. Donc simplement de changer de point de vue en tant qu'humain, ça nous sort vraiment justement de ce point de vue anthropocentrique. Et voici Édouard, chasseur, avec son chien Floris, mais qui s'appelle le Youp quand il part à la chasse avec lui. Est-ce qu'il y a des chasseurs dans la salle? Oui. Ah, bonjour. Tout au fond, comme les vrais chasseurs. Très bien. Est-ce que vous savez pourquoi son chien a un autre nom quand il part à la chasse que quand il est à la maison? Il s'appelle Floris, mais dans les champs, il s'appelle Youp, en fait, le chien. Et en fait, il lui a donné un nom phonétiquement plus rapide, parce que quand il doit l'appeler dans les champs, la rapidité est vraiment, c'est une question de secondes pour aller chercher l'oie qui est tombée, etc. Donc, même cette question-là, je trouvais très intéressante. Alors la chasse dans les Baufelland, dans ce territoire, la chasse, c'est vraiment une activité de préservation, de conditionnement, presque on pourrait dire, de cette nature artificielle. Donc on continue les niveaux un peu absurdes. Là, c'est des cages pour les rats des digues, qui sont vraiment une terreur en Hollande, parce qu'ils font des trous dans les digues. Ils aiment bien faire des trous dans les digues. Donc si vous êtes allé en Hollande, vous savez qu'on habite tous sous le niveau de la mer, et donc des rats qui font des trous dans les digues, on n'aime pas ça. Donc ils se font chasser, et c'est d'ailleurs très intéressant de suivre l'évolution de leur cage à partir de 1900, du début des digues jusqu'à aujourd'hui. Il y a une grande évolution qui dit beaucoup sur notre sensibilité par rapport aux animaux. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de leur faire mal, par exemple. On les attrape, mais on n'a pas le droit de leur faire mal. Donc c'est très difficile. La chasse en Hollande, c'est aussi autre chose qu'en France. Les lois sont très très strictes aux Pays-Bas. Il faut faire un cursus de 2 ans qui coûte 2000 € pour avoir son permis de chasse, qui ressemble à ceci. C'est un espèce de passeport de chasse. Et en fait, ça nous a inspiré toute cette histoire de la chasse
Ce qu'on a essayé de faire, c'est de proposer, et voici l'invitation, une journée de chasse fictive. En fait, les horaires n'étaient pas vraiment ce que j'aurais voulu faire. Moi, j'aurais voulu commencer avant l'aube, comme à la vraie chasse, mais pour des raisons de tourisme, on a choisi 10h à 13h, parce que impossible de faire venir les gens d'Amsterdam avant 7h du matin. Mais bon, l'invitation porte une image d'une cible de chasse peinte, et ça, c'est une image que j'avais trouvée au musée de la chasse et de la nature ici à Paris. Il y avait une très belle exposition sur les cibles, vous l'avez peut-être vue. Et ici, on voit le chasseur qui a une tête de cerf et qui se laisse guider par ses chiens. Et en fait, ces cibles, c'était vraiment ces exercices de tir sur la cible, c'était aussi un exercice comme un compas moral, parce que l'idée, la chasse éthique, disons, c'est qu'on tue et on tire parce qu'on chasse, mais on ne chasse pas pour tuer et tirer. Parce que dans ce cas-là, on devient une espèce de chasseur pour le sport, et le chasseur avec qui nous, on a travaillé, était vraiment contre cette chasse spécifique-là. Donc on a en fait inspiré par cette tradition des cibles de chasse, on en a fait faire une aussi par un peintre local de là-bas et qui a donc peint le paysage. Il a décidé de faire un paysage d'hiver qui est très pertinent puisque la saison de la chasse c'est l'hiver. Et le petit bosquet que vous voyez au centre de la cible, c'est là-dedans qu'on a fait l'exercice de tir sur cette cible. Donc finalement, quelque part, on se tirait un petit peu dessus, en quelque sorte, on se tirait sur nous-mêmes. Alors là, vous entendez le chasseur qui donne des instructions aux participants de cette chasse fictive. C'était un autre exercice. Donc il y avait l'exercice de tir, mais il y avait aussi l'exercice de l'appel de l'oie, donc communiquer avec les animaux. L'exercice, c'était de se cacher dans ce bosquet et d'essayer de faire en sorte que des oies, qui sont pas loin de là sur un lac, il y en a beaucoup, allaient venir vers ce bosquet. Et c'est pas si simple que ça. Le bruit d'appel d'oie, il faut le faire vraiment venir du centre du ventre. C'est quelque chose comme ça. Et c'est vraiment, il faut oser déjà, et il faut trouver quelque chose en soi qui est une autre voix, une voix qui n'est pas notre voix humaine, disons. Il y avait une autre partie un peu plus tai chi, presque. C'était s'exercer sur comment comprendre la trajectoire en fait de vol d'une oie. Il y a plusieurs difficultés à la chasse et les règles sont incroyables. Si des oies volent au-dessus, on a seulement le droit de les chasser si elles sont en groupe de 5. On a le droit de tirer sur la 5e. Il faut qu'elle ait les jambes déployées pour faire comme si elle allait s'atterrir. Et il faut qu'elle soit à minimum 40 mètres. Bon, je ne sais pas si vous imaginez 40 mètres, mais tirer à 40 mètres juste, c'est pas si simple. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et là, le chasseur explique aux gens comment comprendre, c'est une question de géométrie spatiale. Donc il y a le vol de l'oie, mais il y a aussi la vitesse du fusil et de la balle, et il faut essayer de faire en sorte évidemment que ces deux lignes-là se rencontrent à un moment donné, et c'est pas si simple. On faisait ça avec des faux fusils, donc encore un autre équipement sur mesure. Ça, c'était en fait pour faire comprendre aux gens que, par exemple, marcher avec un fusil ouvert, c'est interdit par la loi sur la route. Il faut le plier, il faut l'avoir plié sur le bras. Et en Hollande, on chasse dans ces champs ouverts, donc on est vraiment à découvert. Et beaucoup de chasseurs se font insulter, voire même agresser. Et on voulait faire comprendre aux gens ce que c'est que de marcher avec un fusil comme ça, lourd sur l'épaule, dans un champ plein de boue d'ailleurs. Et dernier exercice que je trouve, qui paraît hyper simple mais qui est difficile, vous le verrez, c'est l'exercice de se fondre avec le paysage, de devenir un avec le paysage, de disparaître dans le paysage. Et c'est évidemment la première chose qu'on apprend quand on devient chasseur, parce que si on est visible comme tout quand on arrive dans le champ, et ben, tous les animaux sont partis. C'est même pas la peine. Donc là, il y a 15 personnes qui se cachent. Il y en a un, c'est facile, il y a un chapeau qui dépasse. Ouais.
Ce qui était intéressant à voir, c'est que moi, je pensais que les petits se cacheraient mieux, et en fait, il y a beaucoup de grands qui se cachent très très bien. Je ne sais pas comment ils font. Voilà, donc c'est cet exercice-là que j'aimerais bien répéter avec vous ici à Paris aujourd'hui, avec les 10 minutes qui nous restent. J'imagine que cet exercice, on peut l'appeler évolution des êtres organisés aujourd'hui. Voilà. Voici notre forêt sauvage. Elle est à 3 minutes d'ici. Et l'exercice... il y a un cadre donc un petit peu à rentrer en compte. Il faut essayer de se dire que voilà, ça c'est notre forêt sauvage. On ne va pas un peu plus à gauche ou à droite. Pour des raisons de documentation, voici notre forêt sauvage. Elle s'arrête à gauche, au petit bosquet, et elle s'arrête à droite, à la rampe. Il n'y a rien en dehors de ça. Et l'exercice à laquelle j'aimerais inviter une quinzaine de courageux entre vous qui sont prêts à tenter l'aventure, c'est de sortir aussi silencieusement que possible. Dès que moi je vais me lever, je serai votre guide, donc vous pouvez me suivre, et d'essayer d'imaginer et de visualiser en vous quelle chose, animée ou inanimée, réelle ou imaginaire, vous voudriez essayer de tenter de chasser. Et cette chose, que ça soit l'injustice sociale ou que ça soit un éléphant, ça m'est complètement égal ce que vous imaginez, comment vous allez vous en dissimuler dans cette forêt sauvage. Et aussi, peut-être, comment vous allez essayer de l'attirer, parce que si vous voulez la chasser, il faut essayer de l'attirer vers vous. Donc, il y a peut-être des sons à faire ou des mouvements, ou alors c'est l'immobilité totale qui va les attirer. Voilà, donc il y a 3 phases dans cet exercice. Sortir aussi silencieusement que possible. Ça veut dire aussi que pour les gens qui veulent nous suivre, mais qui ne veulent pas participer, je vous demanderai aussi de garder le silence. Comme ça, on aura juste 10 minutes d'immobilité et de silence. C'est pas mal dans cette journée, je pense, où il y a beaucoup de paroles. Une fois arrivé dehors, l'exercice est de chercher un endroit propice pour vous dissimuler et puis d'attendre la venue de votre objet de chasse, et un signal annoncera la fin de l'exercice. Voilà. J'invite les courageux à me suivre.
Je voulais juste remercier les courageux. J'ai raté une, la chasseuse, incroyable. C'était celle qui était la mieux dissimulée. Donc voilà, il y a même dans ces choses-là, il y a des choses qui nous échappent. Je voulais aussi dire que peut-être à la fin de la journée, parce que j'ai enregistré cette expérience à des fins d'études, pour moi, c'est un essai aujourd'hui. Donc si vous voulez, je peux vous envoyer aussi le résultat. Vous pouvez venir me voir à la fin de la journée. Je serai, j'imagine, au 2e étage où il y aura, ou ici. Je serai en tout cas ici. Donc venez vers moi si vous voulez mes coordonnées, et puis je vous enverrai le résultat de cette étude. Merci beaucoup d'avoir participé et bonne chance avec vos chasses diverses et variées. Merci. Merci.